Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons vous faire écouter pour comprendre. Et on a l'immense plaisir de recevoir M. Yvon Paquit, président de l'ICI, qui va nous parler, on fera un petit bilan sur la question de l'eau et de ses futurs projets, et faire en sorte que vous puissiez, comme je vous dis, écouter pour bien comprendre. M. Yvon Paquit, bonsoir. Eh bien, bonsoir et merci, n'est-ce pas, de m'inviter à ce plateau pour parler de problèmes généraux et de l'eau peut-être en particulier, mais on peut... En particulier. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour rappeler un peu nos combats, j'espère qu'on n'arrivera pas dans l'au-delà. D'ici notre au-delà, les choses se seront améliorées dans l'Odyssée. Eh bien, il faut aller au-delà d'Odyssée, mais toujours dans la bonne direction. Bonne direction. Et pour faire de bonnes choses. Je Paquit, il a plu beaucoup ces derniers temps. Oui. Et les gens s'imaginent, quand il pleut à Fort-de-France, quand il pleut à Lamentin, quand il pleut à Ducos, on ne devrait pas avoir de problème d'eau. Or, à chaque fois qu'il pleut, on a ce problème d'eau. Les usines ne peuvent pas produire du fait que l'eau qui arrive dans l'usine est complètement sale, avec de la boue, tout, du sable, tout. L'usine est bloquée. Tout à fait. Effectivement, c'est assez difficile d'expliquer puisque ça ne tombe pas sous le sens. Les gens se disent, il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'eau. Mais on n'a pas d'usine au Lamentin. Voilà. Alors, ils nous disent, en période de sécheresse, il y a des coupures. En période de forte pluie, il y a des coupures. Mais comme je l'ai dit, il faut toujours, en toute chose, éviter les extrêmes. Et le curseur, le bon emplacement de curseur, c'est jamais aux extrémités. Il faut trouver le bon positionnement. C'est le cas d'ailleurs. Et de toute façon, tu l'as indiqué, quand il pleut beaucoup, peut-être que c'est la conséquence de la forte urbanisation, n'est-ce pas, de notre territoire, l'eau devient rapidement turbide, comme on dit. Turbide, c'est-à-dire chargée en matière en suspension, c'est-à-dire la boue. Il pleut la boue. La boue, ça veut dire difficile à laver. Voilà. Donc, les installations, les infrastructures chargées, n'est-ce pas, de potabiliser l'eau ne peuvent pas traiter une eau boueuse. Et par conséquent, en période de forte pluie, comme c'est le cas aujourd'hui, forte pluie, mais de l'eau brute chargée. Parce qu'il peut y avoir de fortes pluies avec une eau claire, comme c'était le cas il y a peut-être 50 ans. L'urbanisation a fait que l'eau est rapidement chargée, n'est-ce pas, de matière en suspension, de boue. L'urbanisation et l'agriculture. L'urbanisation, l'agriculture aussi peut-être. Si, puisqu'aujourd'hui on a tellement, avec les tracteurs, labouré, ce qui fait que lorsqu'il y a une pluie qui descend... Voilà. Et il y a moins de forêt, il y a moins de bois, donc finalement, l'eau arrive rapidement à la mer avec... est très fortement chargé. Donc, dans ces conditions, les installations, les équipements ne peuvent pas fonctionner tels qu'ils devraient être, et donc on arrête la production. Arrêter la production, donc c'est moins d'eau, et les gens disent, mais pourquoi vous ne stockez pas? Il faut encore rappeler que une eau traitée, une eau potabilisée, a une durée de vie de, disons, 2 jours. Grand maximum. 48 heures du jour. Au-delà de 2 jours, elle perd sa potabilité. C'est pour cette raison qu'on voit des réservoirs un peu partout, mais ce n'est pas pour stockage. C'est pas pour le stockage sur du long terme. C'est 48 heures. Le réservoir se remplit et se vide, se remplit et se vide. On ne peut pas stocker l'eau au-delà de 48 heures. Donc effectivement, il faut que les gens comprennent qu'en période de sécheresse, c'est normal, il n'y a pas assez d'eau. Mais en période de forte pluie, comme ce fut le cas ces dernières semaines, il y a également une difficulté à faire fonctionner les installations et à alimenter les gens comme ils le réclament. Mais en dehors de ça, on a aussi l'autre phénomène, ce sont les fuites. Alors, en la matière, les fuites n'expliquent pas ce problème. Non, ça participe. Ça participe, mais en fait, les fuites, comme je l'ai souvent expliqué, quelle est la norme européenne en matière de fuite? Ce qu'on appelle le rendement réseau. Le rendement réseau, c'est quoi? Vous prélevez 100 litres dans la nature, et dans le robinet, on retrouve un volume qui est inférieur à 100. Il y a ce qu'on appelle la perte en ligne. Perte en ligne qui fonctionne également pour l'électricité. Quand vous transportez de l'électricité, il y a la perte en ligne. Mais ce n'est pas visible en électricité. Ce n'est pas visible en électricité, en eau c'est visible. Donc la perte en ligne d'un réseau d'eau, la norme européenne c'est 85%. C'est-à-dire qu'on considère que vous êtes très bon quand vous perdez seulement 15%.
Nous, en Martinique, en raison de la nature du sol, il y a beaucoup de micro-séismes, il y a beaucoup de glissements de terrain. Et en période de sécheresse, la terre voilà, se rétracte, se dilate, et ce n'est pas très bon pour les canalisations. Donc nous avons des conditions géologiques qui font que nos réseaux sont soumis à beaucoup plus d'attaques que des réseaux, par exemple, dans la région parisienne ou ailleurs. Donc, chez nous, même si c'est un objectif d'atteindre les 85%, mais c'est beaucoup plus difficile. Et ça suppose quoi? Ça suppose des investissements extrêmement importants, ou un renouvellement de réseaux très régulier, pour éviter, n'est-ce pas, que nous perdions trop d'eau. Mais finalement, c'est pas ce que je préconise. Mais si vous avez suffisamment d'eau en quantité, économiquement, il n'est pas utile d'atteindre de rechercher un rendement de 100%, puisque l'eau qui fuit retourne à la nature et ça alimente les nappes. Je prends l'exemple, mais ce n'est pas un bon exemple, Je prends l'exemple de la Dominique, notre voisin. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de rivières, ils ont de l'eau en quantité. Eh bien, je discute avec je me dis, on ne va pas dépenser des millions et des millions pour avoir un rendement réseau de 90%. Ça fuit, ça retourne à la nature, on en a tellement que ce n'est pas un problème. La seule difficulté, c'est que vous perdez l'eau après traitement et vous perdez bien évidemment tout ce que vous avez dépensé. Tous les engagements pour la potabilisation. Donc il faut bien évidemment travailler au renouvellement des réseaux, tout le monde le sait, mais il faut également travailler à l'amélioration du rendement réseau, puisque en définitive, ça joue sur l'échange et ça joue sur le prix de l'eau en sortie. Alors il y a une solution avant d'arriver en sortie de robinet. Nous, ça fait longtemps qu'on en parle. Et on n'a toujours pas compris pourquoi politiquement on ne veut pas l'adopter. Concernant les unités de Saint-Joseph. Les unités de Saint-Joseph. Oui. Récupérer l'eau de ce gendarme, oui, et stocker à 2 choux et un peu plus bas dans une autre plateforme qu'il y a là. Ce sont des réservoirs de tête. Et quand il y a une forte pluie, on libère facilement, avec ou sans faute de pluie, on peut libérer facilement cette eau dans l'usine qui peut continuer de travailler. Et nous n'avons jamais compris pourquoi on ne veut pas encore adopter ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui paraissent efficaces techniquement et qui ne sont pas encore mises en place. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un exemple. Effectivement, à défaut de stocker l'eau brute, on peut utiliser les moyens de stockage naturels, n'est-ce pas, sous gendarmes et autres. Et d'ailleurs, c'est une idée, bien sûr, c'est une idée qui t'appartient. On peut créer un partage de l'eau entre les rivières. Oui. Il y a des rivières, par exemple, comme la rivière La Capote-au-Loin, qui a toujours de l'eau. En période de sécheresse, on peut tout simplement basculer sur rivière blanche, etc. Donc, ce sont des solutions qui sont techniquement réalisables, qui ne sont pas nécessairement prohibitives en termes de coûts. Mais il y a d'autres solutions qu'on pourrait mettre en place plus aisément avant cette solution-là qui demeure, je le répète, une bonne solution. À défaut de stocker l'eau après la potabilisation, le réflexe c'est quoi? Il faut stocker avant. En avant. Les retenues collinaires que nous avions à l'époque jouaient ce rôle-là. Mais c'est pareil, les bassins qu'on avait dans nos rivières, mais oui, il faut se le réapproprier. Mais oui, des bassins pour faire de la rétention. On avait un volume suffisant dans ces bassins-là qui circulaient. Aujourd'hui, tous ces bassins sont remplis d'alluvions. Toujours, je le disais, l'urbanisation, etc. Je prends souvent cet exemple. Vous connaissez la rivière Gossroche? Oui. Gossroche, pont de Chêne. Et bien, quand j'étais jeune, on passait là, l'eau était claire. Même en période de forte pluie, l'eau restait longtemps claire. Et à l'embouchure à Levassor, vous constatez aujourd'hui, après 10 minutes de pluie, l'eau est déjà chargée de boue. Oui. Ça draine. Il y a moins d'arbres, il y a moins d'arbres pour retenir l'eau. Et comme on a étanché de plus en plus avec les constructions, les routes et autres, mais l'eau, voilà, ça descend plus vite vers la mer. Tout à fait. Donc, mais il y a pas mal d'autres solutions qui pourraient être mises en œuvre, qui sont déjà techniquement connues. Alors, je vais enfoncer le clou. Le problème de la Martinique, ce n'est plus tellement un problème ni de ressources, non, on n'a ni pas de technique. Non. Les solutions techniques, on les connaît. C'est un problème d'homme. C'est un problème de gouvernance. Et d'hommes. Parce que ce sont les hommes qui gouvernent. Oui. Donc, avec un consensus entre les hommes, entre les responsables, on devrait pouvoir trouver des solutions pour
que les usagers ne soient pas privés d'eau, même pendant la période dite de carême, de sécheresse. Là, tu parles de consensus. Mais pour l'instant, quand nous observons ce qui se passe, nous sommes des consensus. Parce que lorsqu'on vient émettre l'idée de faire une assemblée unique pour régler le problème, on trompe la population. Ah, je ne te le fais pas dire. On trompe la population. Voilà. Je veux un exemple simple. Un exemple simple. Séguino, si on était en assemblée unique, avec l'agité du bocal qu'on a eu, qui a fait tout son siècle, qui a privé plus de 100 000 foyers d'eau, est-ce qu'on aurait réglé Séguino? Non, jamais. Pas du tout. Jamais. Alors, c'est vraiment un bon raisonnement. Cela signifie quoi? Cela signifie, c'est peut-être la suggestion que je ferais, il ne faut pas se précipiter à prendre des décisions politiques pour élargir son périmètre de pouvoir. C'est un gros pouvoir, hein, l'eau. Ouais, tout le monde veut alors qu'on ne s'est pas donné le temps de réfléchir pour savoir ce que nous pourrions faire avant de changer l'organisation administrative. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a des choses simples que nous pourrions faire d'ores et déjà avec un minimum de consensus sans nécessairement créer une entité unique. Bien sûr, l'entité unique permettra peut-être de faciliter les choses, mais dire on va faire l'entité unique qui va résoudre tous les problèmes, on trompe la population. À mon avis, c'est une fausse manière d'aborder la question. C'est une manière, je dirais même, un peu stupide. Parce que politicienne. Voilà. Alors, c'est même pas stupide, puisque, bon, il y a peut-être ceux qui poussent là. Ceux qui poussent dans cette direction, c'est peut-être pour augmenter leur pouvoir. Vous savez, il y a la soif du pouvoir. Hein. Sans même s'être posé la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Si on s'était posé la question collectivement de savoir pourquoi il y a encore des problèmes non résolus, on ne se serait pas précipité sur l'entité unique. On aurait trouvé des solutions techniques, je répète, qui existent. Mais ils sont pratiqués. Mais il n'y a pas de conflit entre l'ASME et ODC. Mais oui. Ils s'entraident. Le personnel est qualifié, tout ce qu'il faut. Oui. On fait avancer les deux unités. Donc à tous les niveaux, donc il est possible, je répète encore, par des solutions techniques qui sont déjà identifiées, de régler ce problème sans pour cela agiter l'Assemblée unique, l'entité unique. Une fois qu'on fera l'entité unique, tout sera résolu. On va créer une usine à gaz. Non seulement une usine à gaz. On a pour l'instant 5 présidents. 5 présidents. Le président de la CTM, qui produit de l'eau à Vivet. On a le président donc comment il s'appelle, on a le président Cap-Nord. Oui, les 3 communautés d'agglo. Les 3 communautés d'agglo, 4. Donc en fait, on a 4 présidents. 4 responsables. 4 responsables, 4 présidents. 4 entités. Ces 4 présidences-là, derrière, il y a tous les DG, en fait, tout le bâti. Il faut faire tomber 3 sur les 4. Qui va vouloir conserver le portable? Qui va vouloir conserver la voiture, le fonctionnement, le train de vie? Eh bien, ça s'est réglé à Saint-Pierre, lors de la première réunion, où on a un directeur général qui a fait passer tout le monde par la fenêtre. Il a commencé à jouer un moment l'autre, et puis ça s'est réglé. Parce que lui, il tombait en premier. Et son statut de directeur général, il le voulait pour l'Assemblée unique de l'eau. Je parle de... L'ancien du Six. Ah, oui, ça c'est vu. Tout à fait. Mais si tu veux, c'est vrai, il y a 3 au niveau réglementaire. La compétence eau est aujourd'hui domiciliée dans 3 collectivités, dans 3 instances, n'est-ce pas, institutionnelles. Les 3 communautés d'agglo, qui sont aujourd'hui titulaires de la compétence eau. La compétence eau, c'est-à-dire ce sont ces structures-là qui peuvent décider. Oui. La CTM n'a pas de compétence en matière d'eau. Elle produit de l'eau qu'elle vend à ces 3. Mais elle produit de l'eau, et par conséquent, il faut qu'elle soit autour de la table, la CTM. Oui. Mais elle est autour de la table, pourquoi? Voilà, pour sa première recette, plus l'octroi de mer. Et puis plus... que les indépendantistes ont imposé à la Martinique, pour un produit qui sort de la montagne pelée. À la limite, qu'est-ce qu'on aurait dû faire au départ? C'est vrai que l'usine de Séguino... Non, parce qu'il y a Séguino au fond. Enfin, toutes les installations du Nord, la production d'eau vivée, ça relevait du Conseil général. À l'époque. À l'époque, le Conseil général avait cette compétence-là, donc avait une unité de production. Puisque rappelons que c'est le Conseil général qui avait, n'est-ce pas, fait élaborer le schéma directeur de l'eau. Ils avaient cette compétence-là. Une fois qu'on a domicilié la compétence eau dans les 3 communautés d'agglo, qu'est-ce qui aurait dû être fait? Donc, on aurait dû céder les installations de production à ces 3 entités. Oui, c'est tout. C'est pas tout à fait normal
que la CTM soit producteur d'eau, c'est pas dans ses missions. Ils ont beaucoup de choses à faire. C'est pas sa compétence. C'est pas sa compétence, ils ont beaucoup. Technique et autres. Donc la meilleure solution serait déjà de céder les installations à une entité qui serait Au Cap Nord, ou on se le partage. ou partage, etc., et sortir du dossier. Bon. Par nécessité de pouvoir, personne n'a voulu le faire, mais c'est ce qu'il aurait fallu faire. C'est ce qu'il aurait fallu faire au plan de l'organisation. Aujourd'hui, bon, c'est pas le fait que le PC, c'est pas le fait que la CTM possède ces installations qui pose problème, c'est pas ça le problème. Mais tu as dit qu'il y a quatre entités qui sont responsables. Mais les trois, je te rappelle, on a eu l'élection de CTM il n'y a pas très longtemps. D'accord? Et mais les quatre étaient sur la même liste. Oui. Donc on peut penser qu'ils peuvent se parler. Ce qui se fait d'ailleurs, d'après ce que j'ai comme information, les communautés d'agglo se parlent. Mais attends, on est en Martinique. Là, nous sortis là tout à l'heure, nous avons veillé un tel, nous avons pitché par demain après-midi. On est en Martinique, on est en boîte de nuit après, on est en Martinique. Tout à fait. Il n'y a pas de TGV à prendre pour se voir, on est en Martinique. Ouais. Moi, ils doivent que ils vont, bon, nous avons un peu coco, nous avons des problèmes, nous avons des problèmes. Non, mais ce qu'il faut, je dois à la vérité de dire que ce qui n'existait pas antérieurement, les conditions se sont améliorées. C'est-à-dire les trois communautés d'agglo se parlent et se rencontrent avec, n'est-ce pas, le PCE. Et donc, il y a déjà une discussion qui est en cours. Donc, cette discussion, c'est là que nous pouvons apporter notre contribution. La discussion tourne autour de la création d'une entité unique. Je dis qu'il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, avant même si on crée une entité unique dans un an, dans 2 ans, peu importe. Ou dans 50 ans. Ou dans 50 ans, peu importe. Il y a des solutions immédiates que l'on peut mettre en place pour véritablement faire face aux difficultés d'approvisionnement que nous connaissons aujourd'hui. Le financement, le stimulus. Le financement, ça peut se trouver. Non, ce n'est pas le fait de trouver. C'est de voir, par exemple, Cap Nord. Enfin, nos trois collectivités, on peut dire si on était dans le commerce, sont en cessation de paiement. Ont des difficultés. Oui. De grosses difficultés. Ça, c'est un autre problème. Oui, mais or, le consommateur, il achète l'eau, qui paye. L'argent arrive chez le vendeur d'eau. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause du consommateur. L'eau paye l'eau. Il y a tous les financements. Mais quand l'eau arrive, quand l'argent de l'eau arrive, ça va dans le pot commun. Est-ce que ce ne serait pas intéressant, là, commencer par voir législativement faire que l'on puisse avoir une ligne eau dans tous les trois EPCI? Ça existe, une ligne eau. Dans les 3 EPCI, il y a un budget eau. Oui, mais que la recette eau aille dans cette ligne-là, pas ailleurs. À mon avis, Pas dans les billets d'avion, par exemple. Mais je ne voudrais pas qu'on dise aujourd'hui, les seuls problèmes de financement qu'on connaît aujourd'hui, c'est pour ce grand projet de renouvellement des réseaux sur l'ensemble de la Martinique. Ça c'est autour de 300-400 millions sur une période de 7 ans. Ça, ok. Mais pour le fonctionnement de tous les jours, des choses qui peuvent être faites qui ne nécessitent pas 300-400 millions. Non. D'accord. Autrement dit, ces 3 communautés d'agglo, je répète, qui se voient, qui discutent. Il n'y a déjà pas de conflit avec le PCE. Bon, on pourrait imaginer que les discussions aillent beaucoup plus vite. Mais je dis, au niveau de la méthode qui est retenue, il ne faut pas se focaliser sur la création d'une entité unique, etc. Trouvons déjà, gérons déjà le court terme, le moyen terme, et puis au fil de l'eau, on va créer une entité unique. Mais ce que je préconise, moi, ça c'est mon point de vue, il faut éviter de créer une usine à gaz. Parce qu'on en a beaucoup créé et on a vu les résultats. On a vu les échecs. Il n'est pas, à mon avis, pertinent ni utile de déposséder les communautés d'agglo de leurs compétences eau. Faire ça, ce serait une grave erreur. On peut, comme tu disais tout à l'heure, les 3 ou les 4 peuvent se mettre autour d'une table, et puis prendre des décisions cohérentes et qui permettraient d'apporter un meilleur service aux populations. Et puis se donner le temps. Il faut hiérarchiser les priorités. Il ne faut pas se précipiter entité unique, comme disait l'autre, sortir ça comme un hochet, comme si c'était la clé. Ou comme disait De Gaulle, c'était dans un fauteuil comme un cabri. Comme un cabri, entité unique. Entité unique, c'est un outil. Avant de poser la question de l'outil, il faut savoir à quoi ça va servir. Il faut se fixer un objectif, il faut se fixer un échéancier, il faut hiérarchiser les actions à mettre en place. Ce n'est pas fait.
Enfin, c'est peut-être fait, mais en tout cas, je pense qu'il faut sortir de cette idée qui consiste à dire encore une entité unique et tout sera réglé. C'est une erreur méthodologique de fonctionner comme cela. Et l'autre erreur qui a été commise, grave, dans la tromperie de la population, c'est que dernièrement, on a voté à l'unanimité de mettre en place tout ce qu'il faut juridiquement pour aller vers cette entité unique. On n'a jamais voté, là, dernièrement, une entité unique. Or, on a vu des micros tendus à des perroquets savants qui passent sur tous les plateaux pour dire que nous avons obtenu l'entité unique. C'est archi faux, c'est une tromperie. C'est bien sûr. C'est une grosse tromperie. Et quand nous savons que nous rencontrons ces mêmes personnes dans les CCSPL, parce que nous participons aux réunions, quand on voit leur niveau, on se pose la question, qui ça vient faire là, les hommes? Quand on vient dans ce genre de réunion, il faut savoir de quoi on parle. Exactement. C'est tout. Nous pas venir la faire des jeunes. Combien de fois ils vont nous faire coucher poignet, mon peut persuadé, ils vont, et puis Florent, c'est des bouquins de non? Lorsqu'on s'est rencontrés pour régler le problème des camions hydrocureurs, pour mettre une plateforme à la trompeuse, ça a été fait. Mais oui. À chaque fois qu'on a voulu avancer, on a avancé. Et puis, tu fais bien de le dire, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. C'est pas en se couchant en disant Amen, Amen, Amen que les choses vont avancer. Il y a quelqu'un qui dit on fait comme ça et puis... C'est pas en ayant la voix de son maître, voilà. Comme à l'époque. Voilà. La voix de son maître, quand il y a télévision tard. Mais oui. Alors, ce qu'il faut, j'ai envie d'ajouter, au plan purement, l'air du temps, c'est quoi? Beaucoup d'élus, quel est l'air du temps dans les discours politiques? Il faut rapprocher les process, les services publics locaux du citoyen. Tous les élus, ici comme ailleurs, prônent l'intensification de la proximité. Être au plus proche, quand on parle d'Europe, on se dit il faut se rapprocher, n'est-ce pas, des populations. Même dans les organisations privées, les grandes entreprises internationales, qu'est-ce qu'elles font? Elles se décentralisent pour rapprocher les décisions des gens qui attendent ces décisions. Quand vous avez 3 entités, l'eau c'est quelque chose, c'est une activité qui est très proche du citoyen. Quand un citoyen a un problème d'eau, il appelle son maire. Donc le processus qui consiste à éloigner la gestion de cette compétence du citoyen, c'est une erreur politique. C'est une erreur politique, ça ne sert absolument à rien, ni au plan technique, ni au plan organisationnel, ni au plan politique, de dessaisir les communautés d'agglo qui sont beaucoup plus proches des populations que la CTM. La CTM a pas mal d'autres choses à faire. Ce serait une erreur stratégique et politique de dessaisir les communautés d'agglo et mettre ça, je ne sais dans quelle entité, qui s'éloignerait des populations alors qu'il s'agit d'un service public local qui demande de la proximité. D'ailleurs, la gestion de l'eau, c'est une compétence qui était domiciliée dans les communes. Bien sûr, pour des raisons d'efficacité, d'investissement, on a créé des communautés d'agglo. Mais il ne faut pas maintenant envoyer ça de je ne sais quelle entité et qui n'aurait pas de contact très précis et très de proximité avec la population. Donc déjà, sur le plan purement organisationnel et politique, c'est une erreur. Cela étant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer une entité permettant une meilleure cohérence des décisions. Ça, c'est autre chose. On peut s'organiser, il faut trouver une organisation qui maintienne la proximité avec les populations. Alors, il y a un premier outil qui permet de le faire, je l'ai dit souvent, un schéma directeur à l'échelle de la Martinique. Je te cite un exemple, si tu me le permets. C'est possible, c'est permis. Au niveau de l'État, il y a 4-5 ans, on a mis en place ce qu'on appelle le plan eau pour l'outre-mer. Parce qu'au niveau national, on a constaté que l'outre-mer avait du mal à consommer les enveloppes financières qui étaient en place. Donc, on a dit, on met en place un plan eau-dôme. Pas pour ajouter de l'argent, mais pour optimiser l'utilisation des enveloppes qui existent. Organiser les choses. Voilà. Donc, on a dit, on crée, alors comme la compétence est domiciliée dans les communautés d'agglo, on a dit on demande à chaque communauté d'agglo de créer un schéma directeur de l'eau, c'est-à-dire une organisation territoriale et spatiale de l'eau. Donc, espace sud Nitaï, la Kassem Nitaï, Capton Nitaï, sur un pays qui a 90 km de long. Je m'évertue de leur dire que sur le territoire de la Martinique, on n'a pas besoin de 3 schémas directeurs, surtout pour un produit qui se déplace par la gravité, par son poids, et qu'il faut
que les 3 communautés de l'agglo se disent mettez-nous ensemble, créons un schéma directeur sur l'échelle de la Martinique. On garde d'autres pouvoirs, mais on crée un schéma directeur commun, ce qui n'est pas interdit. C'est quoi un schéma directeur? Où placer les réservoirs? Où placer les canalisations? Comment interconnecter les réseaux? Ça, concrètement, on peut le faire. Il y a encore aujourd'hui, je le dis depuis un moment, même au niveau de l'élaboration du plan ODOM, je disais, messieurs, pour la Martinique, n'ayez pas 3 schémas directeurs. Eh bien, on a 3 schémas directeurs. Voici des décisions très concrètes qui permettraient d'aller vers plus de cohérence. On n'a pas besoin d'entité unique pour faire ça. Non. On m'a dit oui, on a pris un même prestataire qui va étudier les 3 schémas directeurs. Faites, rien ne vous empêche de créer un schéma directeur commun. Je vais te dire un truc. J'ai visité une station de potabilisation de l'eau en Suisse. Une seule station qui dessert une population plus importante que celle de la Martinique. Une station, mais hyper moderne, hyper sécurisée. On prend celle de Vigneux, des Orly. Donc, quand vous faites un schéma directeur unique pour le territoire de la Martinique, vous aurez moins de réservoirs. Parce que quand on met les réservoirs, c'est qu'on cherche les points hauts. Alors, le sud caché chez les points hauts, le centre caché chez les points hauts, le nord caché chez les points hauts. Alors, tu as une multiplication des réservoirs. Donc, si tu recherches les points hauts sur l'ensemble de la Martinique, tu auras moins de réservoirs déjà. Tu auras moins de canalisation, tu auras une interconnexion plus facile des réseaux. Techniquement, c'est maîtrisé. Pourquoi ça ne se fait pas? Je vais te donner un autre exemple très simple pour bien montrer aux gens qu'il faut être pragmatique. Et le plus souvent, ce sont des décisions politiques qui bloquent le processus. Shellshare est à côté de Casse-Pilote. Odyssey, c'est nous qui livrons l'eau à Shellshare. L'eau à Shellshare, ça part de la rivière Blanche, ça peut même partir de Vivier. Je fais tout le tour, traverser la montagne, traverser Fort-de-France, on est l'eau à Shellshare. Qu'est-ce que le bon sens pourrait préconiser? Prendre l'eau de l'autre côté. Au campagne par Casse-Pilote, surtout qu'il y a beaucoup d'eau dans le nord. Donc je dis ça depuis 10 ans, j'ai été entendu. On a dit, bon, on va le faire. Il y a moins de 2 km de tuyaux. Je dis, écoute, il passe un accord entre Cap-Nord et la CACEM pour nous vendre de l'eau, pour qu'on fasse un peu plus de 5000 mètres cubes jour. Oui. On m'a dit oui, mais attention, j'avais dit ça. Ça n'a pas fait plaisir. Hein. Quand on a dit oui, on le fait, je me dis, oh, enfin, les choses avancent. On a construit les canalisations. Écoute-moi bien. Odyssey a construit des canalisations de Citronnelle à Casse-Pilote, en passant par Bellemare, Fond Bellemare, pour alimenter Shellshare. Ça fait 1 an, pas ni de l'eau dedans. Vous pouvez dire que c'est une entité unique qu'il faut mettre de l'eau dedans. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un accord entre Cap-Nord et CACEM pour vendre nous de l'eau pour 5000 mètres cubes jour. On ne sait pas faire ça, on veut faire une quantité unique. On ne peut pas s'asseoir chez mon plaisir, la Casse-Pilote. Mais oui, il a fait moins de accords. Canalisation, ça fabriqué. Oui, là, oui. Nous, quand on mettre en eau. Donc, je dis ça parce que c'est quelqu'un même c'est purement stupide. Je ne sais pas dire c'est stupide, mais c'est la réalité. C'est un accord politique. On n'a pas besoin d'entité unique pour faire ça. Une fois que tu as fait ça, tu donnes 5000 mètres cubes à Shellshare. Shellshare n'a plus de problème d'eau. On me dit, ah oui, il faut qu'on vérifie s'il y a assez d'eau dans le nord. Tout le monde sait qu'il y a quantité d'eau dans le nord. Mon eau où j'avais la source Morestin, il y a de l'eau en quantité. Il y a de l'eau en quantité. Il y a 10 ans, on va faire des calculs pour savoir s'il y a assez d'eau. Pour te dire, il y a des exemples très concrets pour connecter les réseaux là où il y en a trop. L'eau, l'essentiel de l'eau, on le sait, ça vient du nord et du centre. Il n'y a pas d'eau dans le sud. Donc il faut interconnecter les réseaux. L'eau, alors je vais le dire encore, même si ça gêne les gens. Est-ce que tu as besoin d'une entité unique pour mieux utiliser l'eau de Vivier? L'eau de Vivier, Odyssey, moi, je n'ai pas la possibilité par mes tuyaux de prendre l'eau de Vivier. Donc je suis obligé d'acheter. Acheter en gros à Espace Sud. D'accord? Mais si on me donne 5000 mètres cubes pour lever Shellshare, ça fait 5000 mètres cubes en moins. Il n'y a pas parfois des pénuries d'eau sur le Lamentin, sur le Shellshare. C'est 5000 mètres cubes en moins. Et je peux m'arranger avec l'Espace Sud pour la rivière Blanche. On est désigné la rivière Blanche. Il ne faut pas quand même nous d'accord. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais tu as déjà bien compris, c'est pour que la population comprenne. Arrêtez d'agiter des solutions politiques qui ne sont pas empreintes de pragmatisme et de réalisme. Si on veut vraiment apporter des solutions, on sait ce qu'il faut faire.
les techniciens, les ingénieurs ont déjà tout mis sur le papier. Ils sont Les là. techniciens, les ingénieurs ont mis sur le papier, mais on parle dans un an, on étudie, ça tue, on paye des études, etc. Et puis entre-temps, c'est mon abani de l'eau. On est dans l'entre-soi. On est dans l'autre ça. Donc, si tu veux, quand je dis ça, ça ne fait pas plaisir. On va peut-être me massacrer. Mais non. Mais nous sommes là. Nous sommes là dire pour les faire choses. avancer le pays. Et tu le fais aussi, mais il faut le faire. La gabegie, il faut dénoncer. Les discours démagogues, il faut les dénoncer. Il faut dire qu'il y a moyen de régler ces problèmes-là simplement, sans agiter des études considérables pour aller créer. Alors, je répète encore, pour que ça soit très clair, je ne suis pas contre la création d'une entité unique. Je dis qu'il faut hiérarchiser les réponses aux problèmes. Planifier. Planifier. Qu'est-ce qu'on fait avant? Gérer le court terme, gérer le moyen terme, gérer le long terme. Aujourd'hui, je constate qu'on gère le long terme et puis on se désintéresse du court terme. Et je dis que c'est une erreur, c'est une faute. Donc il faut dénoncer toutes les fautes. Alors, il y a une chose à propos de faute. Tout le monde sait qu'il faut reprendre l'anti-réseau. Oui. Il faut prendre l'anti-réseau. Ça a un coût énorme. Tout le monde sait que nos collectivités ne peuvent pas faire cette opération financièrement. Le temps de réunir les fonds et tout ça, nous l'avons encore pour 2-3 siècles. Quand on regarde, la seule et unique solution qu'il y a, c'est un PPP, partenariat privé-public. Mais qui a déjà donné des résultats dans d'autres domaines. Nous prenons le TCSP. Si on n'avait pas fait un PPP PPP. avec Vinci, Partenariat public-privé. Si on n'avait pas fait un PPP avec Vinci, le TCSP serait toujours en construction là. Tout à fait. Bon, grâce à Vinci, on a fini. Maintenant, convention de transaction, il y aura régler politiquement. C'est vrai que ça coûte parfois un peu plus cher, mais enfin, on va plus rapidement vers la si solution. selon vous êtes derrière, il y aura ta leçon. Absolument. On parle d'argent, il y aura porté ben, merci, et puis on regarde comment on rembourse. Tout à fait. Il y a des unités, ça peut être un financement local, ça peut être un financement international, Bien sûr. mais en sorte qu'il y ait un seul organisme public et privé qui fasse un financement, qui lance le processus, quoi. qui non seulement ça, mais qui se charge d'appel de payer tout. Or, si on demande de payer des travaux d'eau, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent parce qu'on n'a pas encore payé un tel, on n'a pas encore payé un tel, on est exactement dans la catastrophe dans laquelle on se trouve. Tout à fait. Mais, si tu permets, Tu es autorisé. pour conclure ma partie, mon intervention de tout à l'heure, il faut que les gens retiennent qu'il y a eu quand même une évolution positive. Parce que les trois communautés d'agglo se parlent, je dis, Dieu merci. Et les décisions, de mon point de vue, qui sont en cours d'être actées, vont dans le sens de ce que je suis en train de dire. Donc ce que je dis là, ce n'est pas une critique de la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Tout simplement, j'apporte une contribution. Mais les trois communautés d'agglo sont dans cette dynamique, de mon point de vue. C'est-à-dire traiter prioritairement le court terme avant d'aller au moyen et au long terme, même si c'est ce grand économiste que tu dois connaître, John Maynard Keynes, anglais, qui disent il ne faut pas se désintéresser du court terme, parce qu'à long terme, nous serons tous morts. Je ne suis pas aussi pessimiste. On sera dans l'au-delà. Pour l'instant, tu es dans l'Odyssée. Ouais, je ne suis pas aussi pessimiste, mais je dis que je me réjouis, n'est-ce pas, que les communautés d'agglo se parlent et réfléchissent. Et c'est pour cette raison que je suis quand même relativement optimiste quant à la mise en place, dans des délais relativement courts, des bonnes solutions pour répondre au mieux aux attentes légitimes de nos concitoyens, de nos usagers. Il y a des programmations qui ont été lancées. Nos trois agglomérations ont lancé des opérations, des financements. Ces chantiers commencent à démarrer. On est là pour quand? On ne sait pas. Tu parles toujours de l'eau. Toujours pour l'eau. Alors, CACEM a son plan de financement, ses opérations lancées. Gilles Christine nous l'a confirmé l'autre jour. Cap-Nord, en programmation. Onécoaï, sur le même bateau, nous a parlé de l'espace sud. Ça monte doucement. Or, je reviens sur le PPP. Si on avait fait une seule programmation pour la Martinique, ça aurait été un gros chantier. Alors, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Et ça illustre ce que je disais tout à l'heure. Cap-Nord, CACEM, Espace Sud,
chacun a son schéma directeur. Quand tu as ton schéma directeur et la localisation spatiale de tes équipements, tu lances tes travaux. Si tu avais un seul schéma directeur sur l'ensemble de la Martinique, ça serait les mêmes travaux. Tu vois, ça illustre encore mon propos, parce que les mêmes travaux. Je leur dis, c'était le point de dehors, n'ayez pas 3 schémas directeurs séparés, sinon ça fait des projets séparés et qui auront du mal après à se mettre en cohérence. Donc il fallait apporter cet aménagement au plan ODOM. Dites que nous sortons de ces 3 schémas directeurs et nous faisons un schéma directeur. Quand tu as un schéma directeur, c'est vraiment ce que tu veux faire. Ou placer des réservoirs, placer des canalisations, comment interconnecter le réseau, et les chantiers seraient les mêmes. Et les chantiers pourraient être suivis par les 3 communautés d'agglo. Donc tu vois, ça illustre ce que je disais tout à l'heure. Alors finalement, Chandelier a coûté plus cher que l'enterrement. Chaque monde a fait plein de travaux. Alors, l'autre chose en matière de prix, parce que faire ces opérations, il faut de la thune, beaucoup d'argent. J'entends souvent des personnes dire qu'il faut baisser le prix de l'eau, qu'il faut donner de l'eau gratuite, et il faut faire des travaux. On fait comment tout ça? Alors, or, le prix de l'eau que le consommateur paye est fixé par le politique. Ce n'est pas le prestataire SME ni non, c'est le politique. C'est le politique. Vous êtes autrement, c'est fait. Mais c'est la CACEM qui vous commande. Tout à fait. Mais c'est le politique qui fixe le prix de l'eau. Et sur la base de paramètres objectifs. D'ici, produit de l'eau, mais tu as des gens à payer, tu as des charges. Oui. Autrement dit, il y a un prix économique. C'est-à-dire que ton coût de revient doit pouvoir être équilibré par les recettes que tu perçois. Quand on dit l'eau paie l'eau, c'est faux. C'est vrai. Non, mais le prix sera encore beaucoup plus cher. C'est-à-dire que le traitement de l'eau, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, tous ces paramètres que j'ai indiqués tout à l'heure, s'il fallait payer l'eau au prix réel, ça coûterait encore... C'est déjà trop cher. Je dis tout simplement que l'eau, c'est un bien commun. Il doit faire l'objet de subventionnement public comme l'est la santé. La santé, l'énergie, c'est un bien commun. Ça ne doit pas être une activité générant des dividendes et de l'enrichissement. C'est un bien commun. C'est pour cette raison d'ailleurs que tu sais, je suis favorable à la gestion publique de l'eau. L'eau ne peut pas être un moyen de générer de la richesse pour quelques-uns. Et donc, l'eau paie l'eau, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, l'eau n'a jamais payé l'eau. S'il fallait... Mais il y a plein de subventions. Il y a plein de subventions. Il y a des subventions européennes, il y a des subventions. Donc, ce n'est pas les produits de la recette qui permettent de financer tout. Donc, l'eau ne paie pas l'eau. Et tant bien. Et c'est très bien. C'est très bien. Mais il faut tout simplement qu'il y ait un équilibre entre... Il ne faut pas que le prix de l'eau soit trop faible par rapport au coût de revient, sinon les structures vont disparaître. Voilà. Donc, c'est le politique qui fixe le prix de l'eau, mais en tenant compte quand même de paramètres économiques et techniques, et en tenant compte aussi des capacités de financement, de paiement des usagers. Et donc, je rebondis à ta question qui est tout à fait pertinente. Comme l'eau est un bien commun, il faudrait pour les revenus modestes avoir une tarification sociale de l'eau. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Je ne vais pas citer, mais il y a des régions, des territoires de la France hexagonale où des collectivités régionales ont décidé de subventionner l'eau, une tarification sociale pour les plus démunis, parce que les gens, on ne peut pas priver quelqu'un d'eau, comme si on te privait d'air. C'est interdit, même lorsqu'on est en guerre. Et d'ailleurs, je ne vais pas le dire, tout le monde le sait, on ne peut pas priver quelqu'un d'eau, même si la personne a du mal à payer. Donc je dis qu'il faut une étude sociale, ce qui est en cours d'ailleurs, une étude sociale suffisamment objective et précise. Je dis qu'il faudrait donner à chaque foyer un volume d'eau pour faire face aux besoins sanitaires minimaux. Alors, si tu veux, 1200 mètres cubes an, c'est la consommation moyenne qu'on observe. Mais pour une personne, on peut dire qu'on vous donne tant de mètres cubes par jour, et ça pourrait être un volume gratuit. Pas pour tout le monde. Non. Pas pour tout le monde. C'est là le fait de la tromperie. Voilà, la tarification, à mon avis, c'est une priorité des priorités. Alors, l'ODE a déjà réfléchi à la question. Alors, l'ODE a fait des études techniques sur cette question, mais à un moment donné, il faut que les politiques mettent en place. C'est aussi une idée qui a de bons échos au niveau des décideurs. Ça viendra. Donc, il faut travailler à la mise en place d'une tarification sociale avec un subventionnement. Qui sera bénéficiaire? Eh bien, je dis, il faut que les
travailleurs sociaux nous disent à partir de quel niveau de revenu, parce que ce n'est pas tout le monde, sinon on ne va pas s'en sortir, tu finances bien le transport. Il y a des activités sur un territoire, sur une cité, il y a des activités qui sont incontournables et qui doivent bénéficier au plus grand nombre. Et ce ne sont pas les paramètres économiques qui doivent seuls déterminer le prix de ces services. C'est vrai pour le transport, c'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'énergie. D'ailleurs, l'électricité qui est là, tu crois que nous payons au vrai prix? Ah non, depuis que Giscard nous a mis EDF. C'est subventionné. Oui. L'électricité. Péréquation. Péréquation nationale, solidarité. Autrement dit, toi, moi, la facture d'EDF que nous recevons, nous achetons l'électricité en dessous de son prix de revient. En dessous. C'est-à-dire que c'est subventionné. Mais personne ne te parle de déficit. C'est structurel. La santé, pareil. La santé, ce n'est pas encore le cas. Mais la santé, ce sont des activités où politiquement, ça devrait être un effort solidaire, une péréquation pour que chaque individu puisse avoir la même accessibilité à l'eau, à l'air, à la santé, à l'éducation, à la sécurité, etc. Nous n'y sommes pas pour l'eau, mais je pense qu'il faut y arriver. C'est pourquoi je préconise une gestion publique de l'eau, que l'eau ne soit pas un facteur d'enrichissement pour certains, c'est parce que c'est un bien commun, on ne peut pas s'en passer. Mais c'est surtout un métier. C'est un métier. C'est un métier que, comme toute entreprise, doit être géré. Et il faut que ça soit géré. Mais quand je dis enrichissement, il faut que collectivement, nous subventionnions. C'est-à-dire que si tu as une entreprise privée qui n'est pas là pour faire de la philanthropie, l'entreprise privée t'apporte de l'expertise, du savoir-faire, il faut prendre. Mais l'entreprise privée ne va pas travailler à perte. Non. Donc il faut subventionner le déficit qui est structurel et qui doit être accepté comme tel. Et nous ne pouvons pas vendre l'eau au prix économique. Comme on ne peut pas vendre la santé au prix économique, comme on ne peut pas vendre l'électricité au prix économique, il faut que ça soit un prix social, un prix qui tienne compte des possibilités des uns et des autres, en particulier de ceux... Vous savez, aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la guerre en Ukraine. Hein. Il y a de l'inflation, il y a eu une cherté de la vie, ça c'est des choses observables. Eh bien, vous savez, ça a créé une paupérisation. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à payer leurs factures d'eau. Et je le vois sur mon portefeuille des créances douteuses, les gens qui n'arrivent pas à payer. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, quand on observe autour de nous, le mois se termine le 10. Mais oui. Le 10, à partir du 10, il y a beaucoup de citoyens qui nous regardent, qui n'ont pas les moyens de faire face aux dépenses. Mais oui. Mais tout ça est là, en face de nous. Et tout l'intérêt de la discussion que nous avons permet aux auditeurs d'écouter et de comprendre. Plutôt que ceux qui arrivent pour dire nous le coût social de l'eau, faire croire à la population que ce sera la population qui ne va pas payer l'eau, je dis que c'est criminel. Tout à fait. Et il faut dire aux gens, l'eau a un prix économique, mais comme ce prix-là est trop élevé par rapport aux capacités de paiement, il faut d'un modèle de subvention. D'un relais. Un relais, il faut qui paye le reste. La solidarité autour de l'eau, il faut d'une tarification sociale, mais je crois que c'est un point de vue qui est partagé par le plus grand nombre. Il s'agira de définir les modalités de mise en œuvre de cette tarification sociale. Parce que tout le monde, on n'a pas qu'à payer, on ne peut pas couper de l'eau en l'air. Pourquoi? Parce qu'on va prouver quelqu'un de l'eau. Or, de plus en plus, les trois entités, les trois EPCI, ont un gros problème de récupérer les fonds. Mais oui, je te dis, c'est valable pour d'autres concessionnaires. Les gens ont de plus en plus de mal. Alors, on m'a dit, ah oui, les gens ne sont pas honnêtes, on va payer facture téléphone, parce qu'on va couper le téléphone en l'air. On ne peut pas couper de l'eau. Hein. On ne peut pas couper de l'eau. Donc, tu t'imagines, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui pour tous les opérateurs à collecter les recettes en eau. Donc, bien évidemment, on fait pression, parce qu'il faut payer l'eau qu'on consomme. En attendant, alors il y a déjà aujourd'hui ce qu'on appelle le FSL, Fonds Social Logement, qui permet déjà de venir en aide aux gens qui ont du mal à payer leurs factures d'eau. Ça existe déjà. Je dis qu'il faut l'étendre. Parce que le FSL, c'est quand la personne vraiment est en difficulté,
qu'on sollicite les CCAS, le FSL pour aider la personne. Il dit qu'en amont, parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas quémander. La personne n'arrive pas à payer sa facture. Bon, la personne a honte de venir te dire... Un accident financier, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Voilà. Donc, pour inciter les gens à ne pas gaspiller l'eau, et je vais plaider pour cela, pour mettre en place une tarification sociale, un volume d'eau indispensable aux conditions sanitaires minimales, et permettre à tout un chacun de bénéficier de cela. Je parle prioritairement à ceux qui ont les revenus les plus modestes. C'est pas pour remplir la piscine du voisin. Tu as tout compris. Alors on a vu la question du prix. On a vu la question de comment rentrer dans les fonds. Pour beaucoup de personnes, l'eau c'est un don du ciel. Quand on tient les ânes, non, c'est pas vrai. Derrière, il y a un service. Ah, il y a un traitement. Ah oui, il y a un service. Il y a un service, il y a du personnel. À Odyssey, vous êtes combien? À Odyssey, nous sommes 260 à peu près. 260 salaires à faire. Il faut les payer. Ah ben oui, c'est une sacrée charge. Et oui. En dehors de ça, il y a le matériel. Donc, il ne faut pas que les gens s'imaginent que l'eau qui tombe de là, ben, chaque monde a une café en l'usine de l'eau au caillou. L'eau à boire. Oui. Tout à fait, il faut le dire. Non, mais c'est que on ne donne pas suffisamment d'explications à ces personnes et on a certains qui s'amusent à vouloir ternir différentes personnes, à venir, c'est le terme, aboyer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et le grand public qui est là à apprendre et à accepter, nous disons, faisons très attention à ça. Tout à fait. Très, très, très attention à Très ça. attention à ça. Et si tu permets, non, tu as tout à fait raison de souligner ça. Mais les observations que je faisais sur l'accès à l'eau pour tous, je me permets de faire un petit coin d'œil. C'est la même problématique que la santé. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à aller payer leur dentiste, hein. Même s'il y a des mutuelles, etc. etc. Bon. Pour la santé, il n'est pas possible, sur un périmètre de 350 000 personnes en Martinique, d'équilibrer économiquement un CHU. Et je m'évertue à dire ici, comme à Paris, qu'il faut d'un autre modèle de financement de la santé, et notamment des hôpitaux publics. Tous les spécialistes savent, parce que j'en ai discuté avec beaucoup ici comme à Paris, on me dit pour équilibrer économiquement un CHU, il faut bénéficier d'un périmètre de patientèle de 1 200 000 personnes. Si on met la Martinique, plus la Guadeloupe, plus la Guyane, nous ne pouvons pas atteindre 1 200 000. Donc tu sais au départ que tu es structurellement déficitaire. Parce que tu as les mêmes règles de fonctionnement que n'importe quel CHU basé dans l'Hexagone. Donc il y a un coefficient qui permet de mesurer les surcoûts, mais qui est sous-estimé, mais ce n'est pas l'objet de notre débat. Ce que je voulais faire apparaître comme principe, c'est que pour certains services publics locaux, comme l'eau, le transport, l'énergie, la santé et j'en passe, l'éducation, il faut véritablement la solidarité doit jouer pour le financement de ces services publics locaux. Et je cite comme exemple que dans les années 50, il y a fait un lien entre l'eau et la santé. Dans les années 50, tu es bien placé pour le savoir, il y avait des épidémies. L'eau tuait. L'eau tuait, le choléra, etc. L'eau non potable tuait. Et c'est pour cette raison qu'il a été décidé d'ailleurs par la ville de Fort-de-France, Césaire notamment, on m'a dit qu'il ne faut pas le citer. Oui, je le cite. Et il a estimé que, pour des raisons sanitaires, qu'il fallait prendre, n'est-ce pas, la gestion de l'eau parce que les gens mouraient. Et beaucoup d'investissements ont été faits pour permettre aux gens d'avoir une eau qui soit potable. L'eau que nous distribuons, elle est potable. Elle est chère, c'est vrai, trop chère, mais elle est potable. La notion chère, j'aime pas. Elle a son coût. Elle a son coût, voilà. On fait cher par rapport aux possibilités des... Ça a son coût. Ça a son coût. Bon. C'est une question de gestion de foyer. Vous savez qu'on a de l'eau pour payer. C'est tous les 6 mois. Soit un prélèvement mensuel, ça a été mis en place. Tout à fait. Ça existe depuis soit on va mettre la dentine en l'eau. Chaque mois, on va mettre à ce côté, je vais y aller, on va payer. En soutien anti-machine, inviter, je vais calculer ça. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Oui. 1000 litres, 5 €. Comparez ça à la bouteille de l'eau qui est 1 litre. Je me dis, c'est mon fait une comparaison. Fait lui-même. Tout seul. Tout seul. Quand on prend 5000 litres
de l'eau en bouteille. Et 1000 litres, 5 euros. Et pas ça, mais 1000 litres de l'eau en bouteille. Même pas 5 euros, 3 euros. Non, mais l'acquisition de 1000 litres en bouteille. Oui, et vous regardez Et de les 1000 litres au robinet. Regardez puis. Regardez qui t'ont PPE facture. Voilà, pour faire la différence. Oui. Donc l'eau, comme tu as tout à fait raison, je te remercie, il ne faut pas dire que l'eau est chère. Il ne faut pas dire que l'eau est chère. Ça a un coût. Ça a un coût. Voilà. C'est tout. Et le matériel, pareil. Bon, nous t'es boumé en les était là. Quand la Sarah, à l'époque, prenait 25 mètres cubes de l'heure pour fabriquer l'essence, pour qu'on tout roule. Des gourmets, depuis Baïta. Et M. Guy, à l'époque, le directeur, on avait fait rencontrer les citoyens de Californie, venir à la Sarah. Et c'est quand ils sont venus, ils ont compris qu'effectivement, il y a besoin de l'eau là, que l'on subtilisait sur Acajou, pour pouvoir faire de l'essence. Et depuis qu'il a mis son dessalement, son usine de dessalement, il a libéré 25 mètres cubes de l'heure pour le secteur Acajou. Tout à fait. Alors, par contre, je t'ai pris en belle calotte, puisque c'était votre premier client. Alors, et c'est vrai. C'était votre premier client. Ça fait nous perdre le chiffre d'affaires. D'accord, il peut. Mais moi, c'est quelqu'un de l'intérêt général là. C'est pourquoi on n'a pas. C'est un bon projet. Puisque, bon, à l'époque, ils utilisaient. Effectivement, tu as un énorme réservoir à la Sarah qui contient de l'eau pour des raisons de sécurité, si jamais. Il y a la sécurité et la fabrication de l'essence. Oui. De certains niveaux de ce réservoir, ils sont obligés d'arrêter la production. Autrement dit, pendant la période de sécheresse, il y avait un dilemme. Faut bailler de l'eau. Comme nous partons d'un pile d'eau sur le sol, nous avons la Sarah ou nous avons la population. La Sarah dit nous, si autres pas ban nous avons arrêté la production. Tout le monde a arrêté, toute l'autorité n'a pas d'essence. L'économie est bloquée. L'économie est bloquée, donc il y a un choix à faire. Ou peut partir de Caillou pour aller travailler sans laver les mailles. Mais on ne peut pas rouler le toit sans essence. Tout à fait. Donc on a été obligé d'accepter l'idée du dessalement. On ne peut pas le dessalement. Bien sûr, le dessalement a des conséquences écologiques, des conséquences pour lesquelles ils ont trouvé des solutions. Si, les solutions. Parce qu'il y a la saumure, il y a le prélèvement, etc. Mais ils nous disaient, écoutez, on utilise de l'eau potable à des fins industrielles. On ne peut pas combattre ça. Là, déjà, un problème d'eau potable, tu utilises de l'eau potable à des fins industrielles. Donc, fabriquons de l'eau industrielle en prenant l'eau de mer. Donc, sur le plan écologique, le bénéfice-risque. À mon avis, c'est un bon projet. Oui. D'autant qu'il s'est mis en place une ferme photovoltaïque. Oui. C'est-à-dire parce que c'est gros consommateur d'énergie. Et ils ont une unité d'hydrogène. Ils ont une unité d'hydrogène pour stocker l'énergie. Oui. Donc je trouve ça très bien, même si ça nous a fait perdre un chiffre d'affaires. Vous autres dit bon pour le bien commun, il faut reconnaître que c'est un bon projet. Nous n'avons pas suffisamment de temps devant nous pour développer, parce que l'eau, c'est un sérieux problème. Ça fait plus de 50 ans que je suis dessus. Il y a l'eau qui a né à dents. Il y a l'eau qui a essayé de récupérer. J'ai toujours dit ça. Toujours dit à faire attention. Tant que vous avez encore le pied dans l'eau du lac, n'insultez pas le crocodile. Et l'eau qui est sortie de l'eau, en l'héberge, on croit qu'il y a du tout en puma. Il faut régler les affaires au bord. S'il y a une conclusion à faire, ce serait laquelle? Et puis. La conclusion, tu connais mon tempérament. C'est vrai qu'il y a énormément de problèmes à régler. L'eau est un bien commun essentiel à la vie, tout simplement. Mais il faut terminer sur une note d'optimisme. Pourquoi? Parce que je l'ai dit dans mon propos, les 3 communautés d'agglo où se trouve domicile et la compétence eau se parlent, se posent les bonnes questions et ont la volonté de mettre en place les bonnes solutions. Donc il y a de quoi être optimiste. Il faut accompagner cette dynamique. En leur suggérant de garder la compétence, de travailler ensemble, de créer une entité unique pour faire des économies d'échelle. Mais pas des économies d'échelle en termes de décisions politiques. Les décisions politiques vont se prendre. Production et traitement. Voilà. On peut faire des économies d'échelle dans la production, dans la distribution, mais il faut éviter d'éloigner les décisions politiques concernant l'eau. Il ne faut pas éloigner ça des consommateurs et des utilisateurs. Donc il faut véritablement faire attention à ça et de ne pas créer une usine à gaz. Mais je suis quand même, en te disant cela, plutôt serein, parce que nous avons des présidents de comité de l'agglo qui sont des hommes de bon sens.
et en qui il faut faire toute confiance. Sans problème. De toute façon, faisons très attention quand on sait que l'obus éclate. Alors, faisons attention que politiquement, ça ne va pas péter en l'air, nous. Tout à fait. Merci encore, à très bientôt. Eh bien, ça, moi, je te remercie.